Alors bonjour, bienvenue à ce troisième et dernier épisode du balado collectif de la CDC Memphremagog intitulé Résonance, pratiques innovantes au service du collectif. Cette semaine, on parle de comment développer des techniques pour travailler par, pour et avec la clientèle. Pour nous parler de leurs bonnes pratiques et de leur résilience organisationnelle, j'aimerais laisser la parole à trois femmes qui sont autour de la table pour qu'elles puissent en fait se présenter et nous en dire un peu plus sur leur organisme. Bonjour, moi je m'appelle Martine Chiasson, je suis la directrice du Centre L'Élan. On travaille, nous, en santé mentale et puis on travaille spécifiquement avec la créativité et la thérapie par les autres. Bonjour, mon nom est Janie Lefebvre, je suis intervenante de proximité pour Ressources Relais. Bien contente d'être ici avec vous ce matin. Dans le fond, l'organisme, le projet Ressources Relais, c'est pour aller à la rencontre de ceux qui sont désaffiliés du système. Donc, on va directement dans les milieux où les gens se trouvent, puis on les amène vers les ressources qui sont déjà en place dans la communauté. Moi, mon mandat, c'est plus au niveau de l'itinérance. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment là-dessus que je vais focusser dans le podcast aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Sophie Nagle, je suis directrice du développement et de la communication pour Phelps Helps. On est un organisme qui travaille à Stansted pour les 6 à 35 ans maintenant, vraiment dans la persévérance scolaire. Donc, c'est par le soutien à l'éducation, soutien à la carrière et un peu d'accompagnement aussi. Super, merci de votre présence aujourd'hui. Vous avez tous des belles pratiques on va en parler davantage. Enfin, on va les mettre en lumière aujourd'hui. Mais je voulais savoir d'entrée de jeu, pourquoi c'est important pour vous de venir parler de ces bonnes pratiques-là, puis d'inspirer peut-être les autres organismes et les autres territoires en dehors de Memphremagog? Il y a tellement de pratiques, tellement d'apprentissage que c'est vraiment agréable de pouvoir partager ce qu'on a déjà fait un morceau de travail et que si on peut éviter que quelqu'un d'autre fait les mêmes erreurs ou qu'ils apprennent de nous, c'est vraiment sympa. Je pense que aussi en collaborant ensemble, on peut juste de plus en plus répondre aux besoins de la clientèle encore mieux, juste en partageant toute l'information qu'on a entre organismes, entre projets. Puis aussi, du côté de la crise du logement, je pense que au niveau de l'itinérance, c'est important d'en parler parce que il y a beaucoup de sensibilisation à faire encore au niveau qu'il y a de l'itinérance à Magog. Mm-hmm. C'est quand même caché, c'est plus invisible comparé à, mettons, dans les grandes villes comme Montréal. Donc, je pense que il y a certaines affaires qu'il faut en parler de plus en plus. Mm-hmm. Et moi, je trouve ça intéressant parce que oui, d'aller voir qu'est-ce que les autres font, c'est vraiment inspirant pour nous. Puis juste de s'être posé la question nous-mêmes à dire OK, c'est quoi nos pratiques qui vaudraient la peine d'être partagées? C'est là on a pris conscience de dire OK, mais on a quand même des choses au fil du temps qu'on a mis en place pour répondre à des besoins. Fait que juste cet échange-là, je trouve qu'il est super riche. Super, je vous souhaite une bonne émission, puis au plaisir d'en apprendre plus sur vos pratiques. Découvrez les bonnes pratiques et les conditions de réussite qui permettent aux organisations de notre territoire de se renouveler et d'innover dans un monde en constant changement. Et laissez-vous inspirer par les bons coups qui répondent aux défis vécus des organismes de chez nous et d'ailleurs, afin de créer des résonances positives dans la communauté. Donc, de retour à l'émission, on est ici aujourd'hui pour parler de ce sujet, ce thème principal qui est par, pour et avec la clientèle. On parle entre autres de comment se rapprocher de la clientèle, de comment adapter les services qui sont en cohérence, oui, avec le territoire, comment déployer des processus de mobilisation inspirants, comment documenter les bonnes pratiques et tout ça. C'est un peu le grand thème d'aujourd'hui. Et on va rentrer directement dans les bonnes pratiques des organismes qui sont assis ici autour de la table. Côté résumé, qu'est-ce que vous avez mis en place qui, selon vous, représente quand même des bonnes pratiques innovantes sur le territoire? Nous, c'était vraiment quelque chose qu'on a vraiment concentré dessus, c'était the outreach, donc vraiment de se rapprocher de la population en utilisant des méthodes un peu différentes. On ne peut pas attendre qu'ils vont venir à nous pour dire « j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'être comme ça ». Pour nous, en tout cas, ça ne marche pas comme ça. Donc, c'est vraiment de prendre le temps pour essayer de trouver des avenues de comment être dans la population, en fait. Et en permanence, en répétition, tout le temps, des check-ins, tout le temps. Et c'est ça que, pour nous, ça a été clé, en fait. Notre succès a été vraiment basé là-dessus. D'aller chercher directement la clientèle. Oui, donc
Mais Par exemple. comment on se dit, OK, il faut que j'aille chercher ma clientèle, Oui. mais par où qu'on commence? Donc, ça a commencé quand vraiment Phelps a commencé, c'était Katie qui allait dans le bus le matin et le soir, qui se rendait à Lennoxville pour Alexander Gold. Elle se mettait dans le bus pour parler avec les jeunes. Elle allait à l'école, elle errait dans les couloirs de l'école pour parler, essayer de recruter des jeunes comme ça. Okay. Donc, c'était vraiment être comme ça. Après, on fait ça chaque fois qu'il y a quelque chose communautaire qui se passe à Stansted, on va être là. On va essayer d'aller dans les familles. Donc, c'est vraiment... on paye nos coordonnatrices ou nos coordinateurs du temps de outreach. Donc, le temps qu'ils passent sur Messenger, par exemple. Énormément d'heures qui est passé là-dessus, mais c'est payé. Ça fait partie de leur mandat. C'est pas juste un plus. Du côté du Centre Léland, est-ce qu'on vit un peu la même situation où on sent que la clientèle vient demander les services? Oui, c'est ça. Je trouve ça vraiment intéressant et complémentaire parce que oui, nous aussi, on a ce défi-là de outreach. Par contre, une fois que les gens sont arrivés, déjà à la base, les personnes qui viennent à l'élan, ce sont des participants. Tu sais, des fois, on va dire des clients, des patients, des bénéficiaires. C'est super important. C'est différent d'un organisme à l'autre. Oui, c'est ça. Puis je trouve que ça justement, ça expose bien la façon que les personnes s'impliquent à l'élan. C'est des participants parce qu'ils participent à leur établissement de façon active. Puis c'était un peu ça que je venais partager aujourd'hui, c'est de dire le processus d'évaluation de nos services en continu. Puis ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place au fil du temps. Puis je trouve qu'il fit, là, qui répond au fait que les personnes sont vraiment impliquées dans leur processus, dans leur cheminement. Fait que une fois qu'ils viennent à l'élan, ben à chaque 10 semaines, nous, on rencontre chaque personne pour qu'ils viennent nous expliquer un peu, comment ils vont, où est-ce qu'ils en sont, mais aussi les services qu'ils ont reçus ou les services, qu'est-ce qu'ils ont trouvé là-dedans. C'est vraiment des évaluations individuelles. Ça nous permet à nous, oui, d'avoir des informations sur ce que les gens apprécient ou pas, mais ça permet aussi aux personnes d'être vraiment impliquées puis de se poser la question, OK, j'ai fait tel atelier ou j'ai fait telle thérapie, mais ça m'a permis de développer tel outil que j'avais besoin de développer. Fait que c'est une des choses que quand on a parlé avec la CDC, que j'ai fait comment, j'avais même pas tant réalisé que c'était quelque chose qui était important, mais ça fait partie de la structure de base de l'élan depuis plusieurs années. Puis oui, on récolte toutes les informations, on s'inspire de ça pour faire des améliorations ou des modifications, mais je pense que ça parle des valeurs profondes de l'organisme, puis quand les gens y viennent, ben c'est un peu dans cet état-là ou dans cette optique-là qu'ils peuvent venir vraiment comme s'impliquer, chercher des services, mais aussi contribuer à leur passage à l'élan. Puis est-ce que vous êtes rendu compte qu'en faisant ce processus-là, vous étiez capable de rapidement améliorer l'offre de service ou, tu sais, on passe souvent du temps au niveau du communautaire, on manque de temps pour faire un peu de tout. Est-ce que vous trouviez, OK, on a des résultats, OK, on pourrait peut-être changer des choses, mais on attend peut-être 2-3 mois avant de concrètement faire des changements ou c'est assez rapide de votre côté? Moi, c'est ça. Oui, c'est vrai qu'on manque de temps et d'argent dans le communautaire, on va se le dire, mais en même temps, on a beaucoup de latitude. On n'a pas de structure rigide, ce qui fait que c'est assez facile de faire des changements. C'est surtout des fois, c'est des petits changements qui ont une grande importance. Par exemple, un horaire à changer ou juste quelque chose qui est pas trop compliqué. Après ça, un nouveau service, mais même là, tu sais, c'est sûr, ça prend un peu plus de temps, mais à partir du moment où on sent qu'il y a vraiment comme quelque chose qui se clarifie dans la demande, c'est vraiment pas compliqué. On a une équipe dynamique qui est stable aussi depuis longtemps, fait que ça fait que, OK, il y a ce besoin-là. OK, ouais, ça, je peux prendre ça en main, puis ça sera pas compliqué. Fait que, ouais, ça va assez vite. Ouais. Oui, puis parce que ça se fait aux 10 semaines, ben ça fait en sorte que rapidement, on a une nouvelle collecte de données qui fait comme, OK, oui, ça fait, mettons, 10 semaines, on l'avait noté, le 10 semaines, on le revoit, ben là, il y a quelque chose à changer. J'imagine que ça fait longtemps que c'est instauré, c'est ancré dans votre quotidien aussi. OK, dans tant de semaines, on est rendu à l'évaluation, par la suite, on regarde ce qu'on fait avec ça. Exact. Puis tu sais, on encourage, les personnes sont obligées de faire ce processus-là pour se réinscrire à un autre atelier. Fait que ça fait en sorte que cette implication-là est comme vraiment, comment je dirais, déposée, mais habituée, puis obligatoire aussi. Fait que ça fait que nécessairement, on a l'input de tout le monde qui vient à l'élan. Ouais.
Du côté de Ressources Relais, vous êtes un petit peu plus de terrain. Comment ça se passe au niveau d'aller chercher la clientèle? Parce que j'imagine que vous êtes en contact direct avec eux sur le terrain, justement. Oui, puis dans le fond, avec la hausse d'itinérance, puis la hausse de sans domicile fixe à Magog, le changement, c'est vraiment un gros changement démographique comparé à avant. Donc, on a beaucoup d'appels, beaucoup de personnes qui sont en situation sans domicile fixe, exemple, qui dorment dans leur voiture, qui dorment à leur travail, dans la cuisine à terre dans leur travail, toutes sortes de situations qui fait que les prix des loyers montent en flèche aussi. Fait que sur le terrain, c'est ça la réalité. Fait qu'il a fallu vraiment qu'on regarde quel outil qu'on peut créer pour faciliter justement l'accès à les appartements qui sont déjà assez chers, mais essayer de trouver un moyen où est-ce que on peut trouver des logements quand même abordables pour ces gens-là, essayer qu'il y ait l'information le plus vite possible parce que c'est un marché qui va très, très vite. Les appartements se louent vite, tout va très vite. Les propriétaires, ils se font bombarder de personnes. Avant, c'était un peu le contraire. Les propriétaires cherchaient pour les locataires. Là, on n'est plus là-dedans. Fait que c'est pour ça que, dans le fond, on a créé la liste des logements disponibles que je refais à tous les matins. Vraiment une liste de ce qui est disponible ici à Magog présentement. Puis les gestions immobilières, donc tous les propriétaires qui ont plusieurs blocs ici à Magog. Fait que ça, c'est updaté vraiment souvent, ce qui fait que les personnes qu'on accompagne, ils ont l'information vite, plus rapidement qu'avant. Puis on regarde sur plusieurs sources aussi, on fait des tournées à travers les quartiers, on regarde en ligne. Fait qu'il y a ça qu'on a mis en place. Il y a aussi la trousse itinérance pour vraiment répondre aux besoins hygiène, besoins de base, aussi en collaboration, puis je vais en parler un peu plus tantôt de ce qu'il y a dans la trousse. Il y a aussi notre entente avec l'auberge jeunesse qui est très précieux pour nous parce que c'est sûr qu'on n'a pas énormément de ressources en hébergement disponibles ici à Magog. Il y a Solidarité Logement aussi qui a été créé par le comité logement puis qui est en partenariat justement avec le Centre des femmes et autres organismes, Ressources Relais et autres organismes de la région qui a vraiment donné un bon coup de pouce justement pour avoir des lits d'urgence dans les dernières années, chose qu'on n'avait pas du tout à Magog avant. Fait qu'il y a vraiment toutes ces choses-là, des outils qu'on a mis en place. Il y a aussi le partenariat entre nous et les ressources en hébergement, qui c'est vraiment... comme avec le temps, ça a été quelque chose qu'il a fallu qu'on regarde plus pour avoir exactement des liens plus directs pour pouvoir accompagner les gens à l'extérieur de la MRC, vu qu'ici, c'est quand même limité au niveau des ressources en hébergement. Puis c'est souvent complet aussi ailleurs, fait qu'il faut vraiment comme bien connaître les autres ressources en hébergement puis pouvoir aller vraiment justement à Granby, Sherbrooke, Weeden, un petit peu plus large que ce qu'on fait ici. Puis d'autres partenaires aussi à l'extérieur de notre MRC qu'avant, c'était un petit peu moins... On avait moins d'appels, je dirais, de les gens de l'extérieur, mettons, de Richemont, puis de l'aide juridique Quaticook, qui maintenant nous réfère des gens par rapport à l'hébergement du côté plus anglophone. Fait que ça, c'est nouveau aussi de cette année... qu'on a comme un lien avec eux. Aussi, les services d'aide en prévention de criminalité. Fait que tout ce qui est maison de transition, tout ça, là, ils nous appellent justement pour la recherche de logement ici à Magog quand le monde ils veulent s'établir ici à Magog. Fait que tous ces liens-là, c'est quand même tous des liens assez nouveaux qu'on a créés dans la dernière année pour justement vraiment se mettre tout ensemble pour pouvoir aller de l'avant pour répondre aux besoins. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un défi aussi d'aller chercher la clientèle peut-être plus vulnérable qui a peut-être pas accès à Internet? Tu sais, je sais pas, du côté de Phelps, c'est plus de la jeunesse, souvent ils sont assez connectés, mais est-ce que c'est un défi d'aller justement rejoindre ces gens-là, de les informer de toutes les ressources disponibles parce que faut aller directement en fait sur le terrain pour aller chercher ces gens-là? Comment vous voyez ça un peu, cette difficulté-là avec la population que vous desservez? Moi, je trouve en tout cas qu'une des choses qu'on fait tous, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Dans le sens quand c'est difficile d'aller rejoindre les individus, puis il y en a qui le font de façon plus comme je dirais, concrète que d'autres, mais c'est de se mettre en contact avec les autres organismes qui, eux, ont des contacts avec d'autres personnes, parce qu'en effet, si les personnes n'ont pas Internet, ou puis que nous, on n'est pas directement sur le terrain, ben c'est Phelps, c'est
les services que l'Élan a, puis que Ressources Relais aussi, ben ça fait en sorte que... Oui, c'est ça, vraiment, parce qu'en effet, vous avez... Le FERB, c'est très, très efficace sur le terrain. Nous, à l'Élan, un peu moins. C'est-à-dire qu'on est plus dans nos murs, mais sachant que d'autres le font... Qui vous réfèrent par la suite. C'est super précieux. Il y a un exemple de ça, justement. On a été contacté cette semaine par le CIUS. Il y avait un itinérant à Stansted, c'est très rare quand même. OK. On a été contacté par notre représentant au CIUS pour essayer de... C'est qui? S'il vient d'où? On va essayer d'envoyer Ressources Relais pour lui parler. Donc, nos contacts sur le terrain, on a eu son nom, c'est où il est, où il passe ses journées, pour que Ressources Relais, justement, puisse aller lui parler. Donc, c'est sûr que quand tu as le pouls en permanence, et quand tu connais les jeunes, tu connais leur famille aussi. Et voilà, Stansted, c'est pas très grand. Donc, nous, au niveau de rejoindre les jeunes, donc si on arrive à attacher quelques jeunes, eux, ils ont leurs amis. Oui. Donc, c'est vraiment... C'est par là. Chaîne. C'est une chaîne, oui. Et en fait, ça, tout vient... Le noyau de ça, c'est la confiance que tu crées dans la communauté. Donc, s'ils ont confiance en toi, là, tu sais que, ils vont venir, ils vont vouloir, ils vont pas avoir peur parce qu'il y a plein d'enjeux. Les DPG, la police, ils veulent pas que tout ce monde-là soit impliqué. Ils sont super méfiants des institutions. Donc, faut faire vraiment attention. Quand le lien est là, c'est sûr que ça l'aide. Puis la flexibilité aussi, je dirais, la flexibilité dans si la personne n'a pas Internet, ben OK, qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'on peut... Fait que dans le fond, nous, on peut écrire directement au propriétaire. Puis après ça, parce que souvent, c'est par Marketplace maintenant en ligne. Okay. Mais si on écrit directement au propriétaire, ben avez-vous un numéro de téléphone qu'on peut rejoindre? Puis là, justement, on aurait quelqu'un qui est intéressé. Il nous renvoie le numéro de téléphone. Ben on peut au moins donner le numéro de téléphone à la personne. Puis s'il n'y a pas de téléphone, ben on peut aller directement le voir. Puis on peut on le fait ensemble. Puis on trouve des moyens parce que oui, c'est vrai, il y en a qui n'ont pas de téléphone, il y en a qui n'ont pas Internet. Fait que c'est vraiment de donner rencontre des fois dans des lieux. Exemple, ça va être OK, ben t'as pas de téléphone, fait que je vais te donner un rendez-vous. T'es au café social à chaque ou avenue libre à chaque telle journée, ben je vais venir te voir directement là, ou je vais venir te voir dans la rue, ou je vais venir te voir n'importe où. C'est vraiment, pour nous, c'est vraiment important d'être, c'est ça l'essentiel aussi de Ressources Relais, c'est d'aller vraiment où est-ce que les gens se trouvent dans l'état où ils se trouvent. Fait que c'est ça qu'on fait. On essaie tout le temps de trouver des solutions si on n'a pas accès à certaines affaires, qui est le cas dans plusieurs. Puis je trouve ça super intéressant. Tu as parlé de fluidité tantôt, puis je disais avant que je trouve que le rapport entre les organismes, c'est aidant, mais nous, dans nos pratiques, on a mis sur pied, il y a 2 ans, des services beaucoup plus fluides, parce qu'on a une structure de 10 semaines d'atelier, toujours sur rendez-vous, fait que les gens qui viennent là, à l'Élan, ils sont pas en mesure de nous dire qu'est-ce qu'ils auraient besoin s'ils venaient pas. Évidemment. Fait que c'est beaucoup en contact avec Ressources Relais qu'on a été conscientisés à dire, ben ils sont super, là, les services, mais il y a des gens pour qui ça correspond pas. Fait que là, maintenant, on a des services gratuits, ouverts, pas besoin de faire le processus d'inscription. Puis, tu sais, ça, c'est vraiment parce que les autres organismes ont pris le temps de nous dire, hey, voici, là, nous, les personnes pour qui c'est moins aidant d'aller chez vous. Fait que cette fluidité-là, tu sais, elle est inspirante, puis elle se répercute dans les organismes, puis il y a des liens après ça vraiment directs, on le voit. Qu'est-ce que ça a comme impact sur les personnes qui, ah oui, non, moi je serais pas venue avant, mais là, ça répond vraiment à mon besoin. Si on l'avait pas su, on n'aurait pas pu mettre ça en place. Nous, je suis complètement d'accord avec ça. Tous nos programmes sont drop-in. C'est pas d'inscription. Pas d'inscription, très peu, juste pour Summer Camp, c'est tout. C'est toujours open doors, donc ils savent le plage horaire qui peut venir, mais dès qu'on met des critères ou qu'on ferme ça un peu, ça fonctionne pas. Non, il faut que ça soit ouvert un drop-in. Donc, Sinon, c'est des blocages pour certaines personnes de se présenter, d'être obligé d'appeler avant pour s'inscrire. Des fois, ça peut... il y a comme trop d'étapes, justement, pour utiliser les services. Fait que quand c'est juste... Ah ben là, finalement, je suis disponible aujourd'hui, je vais juste aller voir. Puis là, d'un fois, ça l'attache la personne à c'est gratuit. Oui, c'est gratuit, c'est ça. Ça fait en sorte aussi que quand on a, par exemple, le Centre Élan a le mandat santé mentale dans le communautaire, santé mentale, on s'entend que c'est très large. Ouais. Fait que, tu sais, même si notre structure qui est plus
comment je dirais, plus importante dans le nombre, c'est structuré parce qu'il y a quand même des gens que c'est ça qui ont besoin d'un horaire fixe. C'est stable, ils savent qui ils vont rencontrer, c'est sécurisant. Cette ambiance-là est aussi très importante. Puis là, à un moment donné, quand on se dit, OK, ça, c'est notre structure, mais là, on va ouvrir là, on va ouvrir là, on va faire ça comme ça. Fait que à un moment donné aussi, c'est comme, des fois, je pense qu'il faut être vigilant parce que quand on veut répondre à toutes, là, après, on peut perdre notre unicité puis notre couleur. Puis c'est là, encore là, où la complémentarité, c'est super important parce qu'il y en a des services à Magog que c'est plus drop-in. Puis c'est super. L'idée, c'est de les faire connaître aux gens qui les connaissent pas encore. T'sais. Exactement. Vous avez mis en place des bonnes pratiques et là, moi, je suis curieuse de savoir à quel moment on s'arrête parce que là, tu sais, oui, il y a eu tout l'aspect de la pandémie. Les organismes ont été débordés, les services ont augmenté. Ça a causé plusieurs problèmes, décrochage scolaire, ces choses-là. À quel moment vous êtes arrêté, vous êtes OK, là, il faut mettre en place ou continuer ou poursuivre des bonnes pratiques, même si le temps manque, les ressources manquent. À quel moment on s'arrête puis on se dit OK, là, je rejoins plus assez la clientèle ou ma clientèle a changé puis je dois changer les choses. Comment ça s'est passé chez vos organismes, en fait? Oui. Alors, pour les ados, c'était vraiment difficile. Les jeunes, au primaire, c'était plus facile. Il y avait une continuité avec leurs études à peu près. Les ados, par contre, gros défi pour nous. Il y en a plusieurs qui ont décroché. Évidemment, ils allaient par l'école. C'était très difficile pour les faire venir à Phelps. D'ailleurs, à un moment donné, on n'avait pas le droit. Donc, je dirais, après la pandémie, une chose que les choses se sont calmées, une fois que ça s'est calmé, il fallait les refaire venir. Donc, c'est ça. Nous, on a dû vraiment changer un peu les choses, changer la façon qu'on les approche, c'est-à-dire de juste les attacher. Pas de pression vraiment académique. Donc, normalement, ils viennent chez nous, ils ont du soutien académique 3 fois par semaine après l'école, le bus les dépose chez nous. Mais là, on a dû prendre du recul par rapport à l'académie pour favoriser l'attachement en fait, et la socialisation. Ils avaient besoin d'être... Il y en a plein qui ont développé des comment dire ça, social anxiety, vraiment fort. Oui, plusieurs. Donc, il y en a plein, on ne pouvait pas forcément les référer, malheureusement. Il y avait justement des... Mais on pouvait créer cette safe space pour eux. Donc, on a dû faire des méthodes différentes. C'est-à-dire, on les emmène au Carrefour de l'Estrie en bus. Pour les ados, venez. Donc, ça, c'est drôle, mais ça a vraiment fait venir les gens. Ils sont venus dans le bus. C'est ce que tu as envie de faire quand tu es ado. Je vais aller à Carrefour de l'Estrie, même manger une crème glacée, même si je peux rien acheter. Ça a attaché des gens. Ils sont venus aux sessions régulières. Oui, il y a peut-être eu un peu un glissement au niveau académique, mais donc ça, c'est une autre chose. On revient là-dessus, mais vraiment, grosse priorisation sur l'attachement, en fait, engagement. Ouais, et en fait, des feelings, des sentiments d'appartenance. Tout ça, ça revient dans la même chose, ouais. C'était le prioritaire après la pandémie. Est-ce que vous avez l'impression que maintenant, c'est un peu mission accomplie? Le sentiment est revenu parce que c'est pas facile d'aller rechercher... Non, donc toute l'année dernière, c'était ça. Vraiment, les gagner un par un. Donc, à partir de septembre, c'est fou le nombre de jeunes qu'on avait. Ouais, on avait plus qu'avant la pandémie. Ouais. Donc, c'était une nouvelle chose à faire, à réajuster. Nous aussi, on est très dynamique. On peut changer des choses assez rapidement. Donc, il a fallu recadrer ça pour que ça ne déborde pas et que ça ne devienne pas juste un hangout, en fait. Parce qu'on a une mission. C'est intéressant ce que tu disais par rapport à la mission. J'ai entendu ça récemment, c'est mission bleed. Donc, saignement de mission, si tu fais pas attention, tu commences à aller dans plein... Tu t'éparpilles trop, il faut se recadrer. On a des projets qui s'en viennent cet été vraiment excitants par rapport à ça, juste pour comment soutenir les jeunes qui ont juste besoin d'un endroit et comment soutenir ceux qui ont besoin d'aide académique. Ouais. De notre côté, c'est sûr que oui, la pandémie, ça a eu un impact majeur, on sait, avec l'inflation, puis les prix des loyers, puis ce que je parlais tantôt, dans le fond, que la démographique a changé. Fait que maintenant, c'est beaucoup plus de tranches d'âge jeunes, je dirais, nous appellent par rapport à ça, comparé à avant. Plus de femmes qu'avant aussi. Puis toutes sortes de situations de séparation qu'avant...
des séparations, ben c'était possible que, mettons, quelqu'un qui travaille puis qui se sépare peut trouver un autre logement. Mais maintenant, avec les prix, quelqu'un qui se sépare avec un salaire, des fois, les prix sont tellement hauts que ça fonctionne plus. Fait que c'est une affaire aussi de trouver un toit pour quelqu'un, d'accompagner quelqu'un à aller vers une ressource en hébergement ou même un logement. Mais par la suite, c'est le maintien. Fait qu'est-ce que cette personne-là va être capable de maintenir dans ce logement-là? Fait que c'est vraiment ça qu'on regarde plus qu'avant. Je dirais, avant, c'était comme, oui, on patche la crise, puis on est sûr que la personne qu'elle a un filet de sécurité autour. Mais maintenant, on y va un peu plus loin, je dirais. On essaie vraiment de A à Z de faire, OK, on va t'accompagner dans ta recherche de logement, trouver un toit et aider à voir quelle ressource qui peut t'aider, mais aussi le après. Un peu aussi quand même, là, d'essayer de voir, OK, ben là, qu'est-ce qui te manque comme meuble? Parce on va aller au Cœur sur la main ensemble, on va aller à la Banque alimentaire ensemble, puis un peu un suivi de comment ça se passe dans ton nouveau logement. Parce que des fois, ce qui arrive, c'est que la personne, elle va aller dans son nouveau logement, mais là, il y a quelque chose qui se passe, puis là, au retour à la rue. Okay. Fait qu'on essaie vraiment aussi, dans tout ça, de comme prévenir le retour à la rue, que ça se maintient à travers le temps. Fait que ça, c'est quelque chose que, des fois, avant, on faisait peut-être moins, mais que là, de plus en plus, Est-ce que, du coup, vous êtes obligé vous reconnaissez des signes, en prévoyant justement les signes où ça se fragilise pour cette personne-là, ou est-ce que vous gardez un tracker pour voir? Est-ce que, je sais pas si ça m'intéresse. Ben, c'est une bonne question. Oui, dans le fond, en allant voir cette personne-là dans son milieu, à domicile, ou même le rencontrer dans d'autres milieux, on peut voir certains signes. Exemple, si c'est sa santé mentale, on voit certains signes que peut-être que ça va moins bien ces temps-ci. Au niveau du budget aussi, est-ce que côté finance, le budget, c'est quelque chose qu'on fait avec les gens maintenant aussi quand même assez souvent pour prévenir justement, c'est sûr qu'ils soient capables de payer leurs choses puis que ça se passe quand même bien pour eux, de voir c'est où que leur dépense s'en va. Au niveau de la consommation aussi, on peut voir si quelqu'un est plus fragile à ce niveau-là. Fait qu'on en regarde quand même, oui, les signes pour voir. Puis après ça, c'est de voir, OK, ben justement, on connaît telle personne à telle ressource qu'on pourrait aller voir si ça t'intéresse. Est-ce que tu es ouvert à y aller? Oui, non. Puis c'est comme ça un peu qu'on essaie de mettre ce filet de sécurité-là autour de la personne. Mais on essaie, c'est ça, justement, de recroiser les personnes pour pouvoir être sûr du maintien en logement. Parce que c'est ça, c'est une grosse problématique quand même. Le fait de... Puis on veut pas, justement, que la personne retourne à la rue. Parce que c'est... Si vous avez mis des efforts pour l'aider, là, si vous la souvenez pas sur un long cheminement, ben c'est ça. Le retour à la rue, c'est le retour à la case départ pour vous aussi, là, en fait. Là. C'est ça. Puis Ressources Relais, dans le fond, c'est pas supposé de suivi, des trucs de même. Fait qu'on essaye le plus possible de comme mettre des ressources autour où est-ce qu'ils peuvent, justement, avoir cette aide-là. Plus en continu. Oui, plus en continu. Du côté du Centre L'élan, au niveau élément déclencheur, ça ressemble à quoi du côté de votre organisme? Ben, la pandémie, ce que ça a créé, c'est qu'on a une hausse de demande d'à peu près 30%. Ouais, quand même. On n'est pas surpris de ça, personne, n'est-ce pas? Mais les ressources financières étant pas supérieures, ben c'est sûr que ça, on a été quand même une année et demie, dans le fond, où est-ce qu'on a réussi à embaucher plus de personnel pour un peu comme gérer la hausse rapide. Mais là, tu sais, on est en train de voir comment on peut peut-être adapter encore plus, parce que vu que nous, on a des thérapeutes par les arts, les suivis, c'est souvent des suivis de cheminement qui peuvent aller jusqu'à 2 ans avec la même personne selon son besoin. Fait que, tu sais, c'est vraiment des cheminements qui permettent à la personne d'évoluer, de changer des choses. Puis là, on est en train de mettre sur pied quelque chose de la thérapie plus à court terme ou juste un accompagnement plus ponctuel, chose qu'on faisait moins avant parce que le besoin, c'était plus des personnes qui viennent comme travailler des choses. Puis là, on est en train de changer ça parce que, justement, pour répondre à la grosse hausse importante. Puis 2, ben on réalise que des fois, les personnes, tu sais, par exemple, qui n'ont jamais eu nécessairement d'enjeux de santé mentale, mais là, le contexte fait en sorte que là, ils ont vraiment besoin de soutien puis de façon rapide et relativement intense, ben peut-être qu'on peut se permettre de dire, ben OK, on prévoit que ça va être à peu près tant de rencontres, puis après, on réévaluera. Mais c'est un changement, tu sais, que tu disais tantôt, c'est pas très compliqué, ça ne demande pas de tout changer la structure, mais il faut quand même avoir
eu le temps d'observer les besoins évoluer et faire comme OK, voilà, notre fonctionnement habituel serait dû pour être révisé. Fait qu'on est là-dedans, puis je pense que au Centre Léland, on a toujours dit qu'on voulait pas de liste d'attente. Fait qu'on n'a pas de liste d'attente, c'est-à-dire on en a si quelqu'un veut un service très, très spécifique, puis que, par exemple, je veux l'art-thérapie, puis je suis disponible juste les mardis, ben oui, ça se peut là, que la personne soit mise sur une liste d'attente. Mais sinon, c'est tellement important pour nous que quand la personne elle trouve le courage de venir demander de l'aide, que tout de suite, elle soit reçue. Fait que ça demande en continuité d'observer nos services, puis de se questionner, puis de dire, OK, on est-tu vraiment en train de répondre aux besoins le plus importants? Fait que, oui. Ça, c'est super, cette rapidité de service-là, parce que c'est ça, justement... Quand la personne, oui, parce que quand la personne, mettons, on rencontre quelqu'un dans la rue, puis que le besoin il est là, la personne est prête là à y aller, ben c'est comme là qu'il faut que la porte soit ouverte pour. Sinon, il y a des choses que vous perdiez. Sinon, oui, c'est ça. Sinon, le lendemain, ça peut être d'autres choses, puis que là, la personne n'est plus à la même place. Fait que c'est ça. C'est pour ça que l'intervenant de ressources relais fait le relais, tu sais, qui est super important, parce que des fois, si on dit à la personne, ben, t'appelleras au Centre Léland, tu sais, à un moment donné, ça se peut que le téléphone sonne pas tout de suite, tu sais. Je les écoute parler, les situations ont changé, vous êtes adaptés, vous avez mis en place des bonnes pratiques, mais il y a sûrement eu des défis, des obstacles à travers tout ça. Je les écoute, ça a l'air si facile. Comment ça s'est passé, peut-être au niveau plus, c'est ça, au niveau des obstacles? Est-ce qu'il y avait des freins que vous aimeriez peut-être mettre de l'avant par rapport à ces cheminements-là qui sont assez beaux, en fait? Moi, je veux pas être cliché, là, mais c'est sûr que le financement... C'est-à-dire, nous, ce qu'on craint à l'élan, c'est la non-pérennité du financement. C'est-à-dire, c'est bien le fun, on est débrouillard pour trouver des sources de financement, on a ce besoin-là, let's go, on rue dans les brancards, on trouve quelque chose, c'est super, mais la continuité, c'est super important pour la clientèle. Fait que c'est ça notre plus grand défi, de répondre rapidement, ça va, mais d'assurer la pérennité. Ça, j'avoue que c'est quelque chose qui est comme tout le temps en arrière, puis de dire, OK, là, est-ce qu'on va vraiment mettre de l'énergie pour trouver un financement? Il y a du temps à mettre là-dedans, c'est sûr. Pendant qu'on met ce temps-là, on n'est pas en train d'aider autrement. Puis surtout, s'assurer qu'on ait toute la capacité et physique et financière et de personnel pour maintenir ces belles initiatives là, qu'on a, puis ces bonnes idées-là. C'est ça le grand défi, je dirais. Oui, je dirais un défi, peut-être au niveau du personnel, pas toujours, peut-être c'est à cause des congés maternité ou whatever, mais c'est sûr qu'embaucher la bonne personne, ça prend du temps, ça peut freiner des projets. Le défi pour nous, financier, c'était surtout la peur aussi, qu'on ne savait pas ce qui s'en venait au niveau des financements. Il y avait plein qui avaient fermé ou ils avaient retardé leur financement pendant 1 an. C'était l'inconnu, là c'était un peu stressant. C'était le défi qu'on a, c'est la perte des acquis des enfants. Il y a eu quelques années où ces années-là où les acquis c'est en éducation, en lecture, etc., sont juste arrêtés. Donc, ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts pour le secondaire. Donc, on met beaucoup d'emphase sur les transitions. Donc, c'est la transition entre primaire et secondaire qui a été très difficile. C'est un défi. Et il y en a plein, justement, qui ont parti. Mais j'en ai déjà parlé. On a réussi. On a utilisé des méthodes pour les faire revenir. Très bien. Il y a quand même un trou. Donc, on est en train de voir comment combler ça, comment aider, soutenir les écoles, parce que c'est quand même en collaboration. Puis, est-ce qu'il y a eu un trou par la suite, de l'autre côté, au niveau secondaire 4, 5, puis là, après ça, études collégiales peut-être? Est-ce qu'il y en a que ça l'a freiné complètement d'aller au niveau supérieur? Oui, on dit maintenant il y a des interruptions en études, au lieu de dire que they dropped out, et que c'est fini. Il y en a plusieurs interruptions, on va dire. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas reprendre plus tard. C'est sûr, on a eu un financement pendant un moment pour essayer de rejoindre les jeunes, surtout, malheureusement, beaucoup de jeunes hommes qui sont ni à l'école, ils ne travaillent pas. Donc, ces personnes-là sont peut-être les plus slippery, les plus difficiles à joindre, où est-ce qu'ils sont défis pour nous. Et oui, un mall trip, ça va peut-être pas
résoudre on va pas accrocher, ça marche surtout avec les plus jeunes ados. C'est ça, les ados un peu plus âgés, c'est difficile. C'est un peu plus difficile, ouais. Pour nous, de notre côté, dans le fond, je dirais qu'il y a 2 défis majeurs face à ça, malgré nos belles ententes avec les ressources, puis les super de bonnes ressources en hébergement qui existent dans notre région. La réalité, c'est que les besoins dépassent le nombre de places des ressources. Fait que même avec l'entente à l'auberge jeunesse, on est vraiment content de ce partenariat-là. Par contre, c'est sûr que l'auberge jeunesse, principalement, c'est pour le tourisme. Fait que c'est super gentil qu'ils puissent nous donner cette entente-là quand on a quelqu'un qui est en situation sans domicile fixe. Mais c'est sûr que quand c'est booké pour la fin de semaine, elle peut pas nous faire une place là. Solidarité Logement aussi, c'est super. C'est 2 logements avec 2 chambres pour chaque homme et femme. Donc 2 lits hommes, 2 lits femmes. Ils peuvent rester une période temporaire là-bas, le temps de trouver autre chose. Mais c'est 4 lits. Fait que 4 lits, c'est pas énorme pour Memphrey Magog. Puis après ça, quand on appelle aux autres ressources, c'est souvent complet aussi dans la région. Fait que malgré toutes les ressources qu'il y a, c'est dur quand même de trouver une place pour les gens des fois. Fait qu'après ça, on fait quoi avec ces gens-là? Fait que ça a été vraiment comme un des plus gros défis, je dirais, dans la dernière année surtout. Puis le deuxième, c'est le prix des loyers qui est un gros défi parce que même si on fait cette liste-là, même si on accompagne la personne là-dedans, la réalité, c'est que, par exemple, si quelqu'un est sur un chèque d'aide sociale, ça peut même pas couvrir la plupart des logements en ce moment qui sont disponibles. Fait après ça, c'est OK, on va les référer vers HLM, mais les listes d'HLM, la réalité, c'est que ça aussi sont très pleins. Puis le monde, justement, ils bougent pas beaucoup ces temps-ci parce qu'ils savent que ça va être très cher s'ils s'en vont ailleurs. Fait que le monde reste, quand ils ont un logement pas cher, ils le gardent. Fait que c'est ça. C'est toutes des nouvelles situations qu'on voyait peut-être moins avant, mais c'est ça, vu que là, le prix de ces logements-là sont tellement élevés que même quelqu'un qui ferait, mettons, salaire minimum, ou même du monde, des fois, avec salaire un peu plus élevé, mais que les circonstances fait une situation de vulnérabilité, exemple, un cancer, une séparation. Des fois, ça peut être vraiment... des fois, c'est une situation, puis complètement, ça déboussole tout le budget. Fait que ça n'en prend pas tout le temps gros pour déboussoler ça. Fait que c'est vraiment ça, les plus gros défis qu'on voit, parce qu'on a tous ces outils-là, oui, mais après ça, il y a quand même des... Moi, ce que j'entends aussi là-dedans, c'est que on sait qu'il y a énormément de besoins et qu'on travaille dans le communautaire, on veut aider tout le monde. Donc, un défi aussi, c'était d'assurer la santé des employés, en fait. Donc, c'est parce qu'on peut être vraiment... Tu sais, on a eu des cas santé mentale, nous aussi, à faire, parce qu'il y a eu beaucoup de jeunes, là, santé mentale, ça crevait le cœur. Pas avoir un logement, je veux dire, on veut aider tout le monde, donc à vraiment essayer de prendre soin des employés, ça peut devenir super lourd comme au quotidien. Ouais. Donc, c'est vrai, ça, prévenir le burn-out, puis comme juste de se prendre soin de soi en tant qu'intervenant, puis gens qui accompagnent les... Oui, puis on pourrait faire une émission complète sur les pratiques innovantes de comment prendre soin de son équipe. Je suis sûre qu'on a développé des bonnes idées et des bonnes pratiques, mais en effet, la charge de voir beaucoup de gens dans une détresse sur du soutenu, alors que la pandémie nous a tous affectés. Je veux dire, on a tous été affectés par toutes sortes de défis. Fait que, de trouver cet équilibre-là, de maintenir cet équilibre-là dans l'équipe ou même nous-mêmes, c'est un défi. Puis je pense que les red flags, là, les drapeaux rouges, c'est une bonne chose qu'on les soulève avant, idéalement, mais quand il y a des besoins puis qu'on y réponde rapidement. Exactement, oui, parce qu'il n'y a comme pas eu de période vraiment depuis la pandémie, puis c'est un peu ça que
on s'était dit avant le début du podcast, Martine puis moi, mais comme que ça a juste, il n'y a pas eu d'accalmie vraiment, ça a juste comme... Oui, parce que les services ont augmenté, c'est la pandémie, là, ça a reparti, puis le go. Oui, il n'y a pas de pause, il n'y a pas de... C'est très... c'est ça, c'est avec l'inflation aussi, avec tout ce que la pandémie a créé, fragilisé la santé mentale, tout ça, ça a comme créé, c'est ça, une boule de neige qui continue, là. Fait que... Oui, c'est ça, c'est comme avant, il y avait des périodes, il y avait des vagues qui faisaient comme on pouvait se déposer dans quelque chose. Ah, OK, on le sait, février, il y a toujours une petite période. Là, quand la pandémie est arrivée, puis en tout cas, j'imagine que c'est pareil pour vous autres, mais nous autres, il y a eu comme une espèce de... Il y a eu le sentiment d'urgence de comme là, rapidement, let's go, il faut vraiment qu'on se mette en action, puis qu'on se dépasse dans nos façons de faire, puis qu'on remette plein de choses en question pour s'améliorer, pensant qu'à un moment donné, ça se calmerait, ce qui n'est pas arrivé encore. Non, c'est ça. On attend ce moment. Mais on doit le créer, je pense. Je pense de se réunir en équipe. On essaye de faire ça. On programme ça cet été aussi, de se prendre un moment en équipe par rapport à la stratégie, en fait. Donc, mais c'est bon, ça prend quelqu'un dans l'équipe qui puisse faciliter ce genre de conversation ou ce genre d'atelier qu'on veut faire, mais c'est de donner une voix à chaque personne, tout le monde est écouté, mais aussi de revoir qu'est-ce qu'on fait. Nous aussi, on est très réactifs pendant la pandémie, comment on dit ça, un assessment, une évaluation des besoins de la communauté. Donc on en a fait au début de la pandémie, on refait un autre, ça veut dire appeler tout le monde, c'est long, mais refaire ça en interne aussi, prendre le temps, regarder les données, prendre des décisions ensemble. Exactement. Puis je pense qu'il y a une force là-dedans. Vous en parlez, qu'il n'y a pas eu d'accalmie, mais malgré tout, vous avez mis de l'avant des pratiques innovantes, vous avez mis beaucoup de choses en place, vous avez engagé peut-être d'autres ressources pour combler à la hausse des besoins de la population. Fait que je pense que c'est très, très encourageant de voir ça quand même, les organismes très résilients. J'aimerais savoir, côté maintenant plus positif, parce qu'il y a des retombées de tout ça. Au niveau de l'impact sur votre clientèle, depuis vos changements au niveau des services par pour et avec, ça ressemble à quoi au niveau impact positif? Ben, c'est sûr que nous, en ayant plus de services accessibles de façon fluide, je dirais, là, c'est-à-dire sans frein, c'est sûr qu'on rencontre des personnes qu'on rencontrerait pas avant. Fait que ça, c'est super stimulant. Puis on a aussi mis sur pied un groupe LGBTQ+, dans la même optique gratuit, ouvert à tous, sans inscription. Fait que, tu sais, c'est sûr que concrètement, sur le terrain, on rencontre beaucoup plus de gens, on peut accompagner plus de personnes aussi. Puis j'espère, en tout cas, qu'on est vraiment plus in tune avec vraiment les besoins de ces personnes-là. Puis ça, ben, je pense que ça vaut la peine de souligner que les efforts mis, ben oui, ça a l'impact escompté. Puis on continue, tu sais, en faisant ces changements-là, ça nous fait aussi nous rendre compte que c'est toujours en mouvance, fait qu'on aura encore à se réinventer, puis ça aussi, c'est positif, que de voir que nos organisations sont capables de faire ça, puis que les impacts, on les voit, on les mesure, on les identifie, ça amène une certaine confiance en nos capacités de résilience, puis d'organisation. Ouais, puis pour la clientèle, il va de soi, ils reçoivent les services, ils participent, ils s'impliquent, puis ils le voient, là, à quel point l'organisme est en constant effort, puis volonté de répondre puis de s'adapter aux besoins. C'est vrai. Je trouve que la collaboration aussi entre tous les partenaires, c'est comme renforcer vraiment. On dirait que c'est comme la nature humaine un peu quand il y a une crise, comme la crise de la COVID, dans le fond. Ben, on dirait que tout le monde s'est comme mis tout ensemble pour que il y ait encore plus de filets de sécurité autour des gens. Fait que ça peut juste être bénéfique pour les gens qu'on accompagne, dans le fond. Ça répond encore mieux à leurs besoins. On a justement créé beaucoup de choses qu'il n'y aurait peut-être pas sorti de ça sans ça. Fait qu'il y a ça qui est vraiment positif. Puis pour la clientèle, du côté mandat itinérance en lien avec Ressources Relais, c'est sûr qu'il y a moins de gens, il y a beaucoup de gens dans la situation, mais avec les programmes puis les affaires, les ententes qu'on a mis en place, c'est moins de gens qui sont dans la rue sans toit, c'est moins de gens qui sont sans service, c'est moins de gens qui sont pas qui sont laissés comme à eux-mêmes dans le fond dans toute cette leur problématique. C'est vraiment comme on les connecte à les ressources puis à un toit, puis s'assurer qu'ils maintiennent ce toit-là. Fait que, un gros positif qui est sorti de tout ça. Pour nous, ça a été
le rapprochement qu'on a pu créer avec les écoles, en fait. Donc, les enfants sont à l'école. On a réussi à changer, donc, à être accueillis par les écoles primaires à Stansted. Maintenant, on fait un programme qui s'appelle Étincelle. C'est des activités STEM, sciences, technologies, ingénierie, mathématiques. C'est très manuel, ça plaît à la plupart des enfants, on va dire. Donc ça, maintenant, on le fait au cadre, dans l'école. Donc, chaque classe, du 1er au 6e année, voit l'équipe une fois par mois, tous les mois, dans les 2 écoles. Donc, ça veut dire qu'en gros, on voit tous les enfants au primaire à Stansted. Wow, Ouais, c'est bon. c'est Ça. vraiment, oui, Vraiment. c'est super bon et c'est vraiment aussi que les profs ont embarqué dans le truc. Au début, ça a pris, parce que ça prend quand même un bloc tous les mois de temps. Ils ont vu les bénéfices parce qu'on les fait travailler. Il y a tellement de bénéfices avec ce système-là, mais aussi l'attachement à Phelps. C'est au maximum, c'est-à-dire que quand ils vont arriver à 5e et 6e année, ils vont venir au tutorat, au primaire, parce qu'ils nous connaissent, ils savent, s'ils sont confortables, qui vont ensuite entraîner leur engagement quand ils sont à l'école secondaire. Là, c'est vraiment le boule de neige qui se crée. Donc ça a été un grand point, vraiment énorme point positif pour nous. Ça veut dire beaucoup plus de ressources, beaucoup plus, ça demande beaucoup de temps. Mais aussi, l'école secondaire, donc Alexander Galt, nous ont permis de venir en fait sur place une fois par semaine, un peu comme ce que Zone Libre on fait. Toutes les semaines, on est à Alexander Galt à l'heure de midi. C'est un club Phelps pour les gens de Stansted pour se retrouver, se sentir un safe space. Mais ça nous permet de parler avec les écoles, les vice-principales. C'est vraiment être partout en fait, de vraiment connaître le parcours des enfants qui ont du mal et les donner à humaniser cet enfant différemment que juste c'est eux, ils vont voir un enfant qui a vraiment énormément de problèmes de comportement, c'est difficile, bataille, le total. Donc savoir qu'il y a aussi ce point de vue Phelps, ça aide l'enfant, je pense. Oui, dans le fond. Anyway, tout ça pour dire que ce rapprochement avec les écoles a vraiment fait une grosse différence pour nous. Ouais. J'aimerais savoir, mesdames, de tout ce processus-là, c'est quoi qui vous rend le plus fier? Au niveau de votre organisme, votre équipe peut-être, de ce que vous avez mis en place? S'il y a un élément à aller rechercher, c'est quoi qui vous rendrait le plus fier? C'est quand on fait nos évaluations, puis on voit qu'on répond aux besoins, puis que quand on répond moins, qu'on peut s'adapter. Je pense que, puis encore là, les partenaires aussi nous reflètent les bons coups puis les améliorations à apporter, mais ouais, c'est ça. Ça serait de s'assurer qu'on répond aux besoins, c'est ce qui me rendrait le plus fière. Je ferais du pouce un peu là-dessus. Dans le fond, c'est vraiment, avec la belle équipe de Ressources Relais, c'est vraiment... On va chercher vraiment tout âge aussi, fait que c'est vraiment comme à travers ces problématiques-là, il y a pas une personne plus qu'un autre qui peut vivre ces situations-là. Ça peut arriver à n'importe qui dans la vie, fait que c'est vraiment ça de couvrir quand même assez large ces besoins-là, puis pouvoir tisser ce filet de sécurité-là autour d'eux pour mieux répondre justement aux besoins, puis les accompagner vers autre chose. Durant leur moment de crise ou durant... Des fois, ça dépend des situations, mais c'est ça. Puis après ça, de quand des fois, on les revoit plus tard, puis ils sont encore dans leur logement, sont encore... les choses se sont comme placées. Fait que ça, je dirais, c'est comme le moment qu'on se sent... Le plus fier. Le plus fier de voir que cette différence-là a eu un impact dans la vie de cette personne-là, puis que, justement, elle maintient... le logement, puis tout ça. Les besoins de base, là, parce que dans le fond, quand on pense au logement, c'est vraiment, comme on dit, la pyramide. Si les besoins de base sont pas comblés, la personne ne peut pas aller vers l'avant dans ça. Fait que c'est super important. Je pense avoir un toit, puis une nourriture, c'est vraiment de base. De base, ouais. Tellement de choses. Je pense de voir un enfant ou un jeune qui arrive à changer l'attitude de l'éducation par rapport à cette jeune-là qui a un peu plus envie et qui croit en eux. Donc leur confiance en eux, c'est tellement clé. Donc c'est une énorme fierté pour ça.
quand on voit les jeunes, quand on arrive dans les écoles primaires, like, yay, Phelps! C'est juste ça, I'm like, ah, ça me donne chaud au cœur. De voir l'équipe, comment ils sont soudés, vraiment, c'est quelque chose, oui, de voir que tout le monde, vraiment, il y a le cœur qui va là-dedans et c'est vraiment, ça fait, on est fiers de ça. Beaucoup d'entraide aussi. Oui. Ouais. C'est ça, je pense que je veux faire du pouce là-dessus parce que tu as dit une chose qui nous rend fiers. Mais c'est sûr que l'équipe, le cœur, les personnes qu'on est puis que nos équipes sont pour le bien des personnes qu'on accompagne, c'est sûr que oui, ça rend fier, puis ça fait en sorte que les gens qui viennent chercher nos services, ils le sentent, ça. On est heureux d'être là, puis de les accompagner. Des gens de cœur avec qui on travaille, c'est ça qui c'est une autre très grande fierté. Représente bien le communautaire. On arrive vers la fin. J'aimerais savoir, parce qu'on est surtout ici pour en inspirer d'autres, que ce soit dans le même Primagog, mais peut-être en dehors aussi. J'aimerais savoir, c'est quoi votre conseil aux organismes qui voudraient enclencher un processus pour changer la façon qu'ils offrent les services? C'est quoi votre conseil à leur donner, finalement, s'ils ont peut-être un petit frein à y aller puis à se lancer là-dedans? Je pense que si c'est quelque chose qu'ils veulent de parler entre régions, comme ça, d'avoir le plus d'informations possible, je pense avant de se lancer, des fois, ça peut rassurer puis ça peut faire comme « OK, ben ça a été fait ailleurs, puis il y a ces idées-là. » Puis comme le partage d'idées entre personnes, je pense que ce serait un conseil parce que c'est sûr que... il y a eu les ententes qu'on a puis des choses comme ça se fait ailleurs. Fait que, tu sais, c'est d'amener un peu des pratiques innovantes de l'extérieur puis de se parler. Je pense que moi, je suis super ouverte si jamais le monde, d'autres organismes veulent contacter par rapport à certaines affaires qu'on a mentionnées aujourd'hui. Je suis super ouverte à parler avec eux. Fait que je pense que le plus d'informations qu'on peut se partager, un peu comme on disait au début, ben le mieux que la clientèle la clientèle va pouvoir... obtenir les services et ça va être leurs besoins vont être mieux répondus. On parlait tantôt de sentiment d'urgence puis devoir répondre rapidement, puis je dois aller direct à l'inverse en disant pour s'assurer d'avoir des bonnes pratiques puis de bien répondre, ça prend du temps, il faut prendre un pas de recul puis vraiment se permettre de regarder nos failles puis d'écouter beaucoup les personnes qui viennent dans nos ressources. Je pense que tout le monde est capable de faire ça. Tous les organismes ont le potentiel de faire ça, de prendre un pas de recul, mais ça demande du courage parce que les besoins sont tellement criants que des fois on a l'impression que de s'arrêter puis de prendre le temps, c'est pas ça qui est le plus important. Mais en tout cas, je te dirais que nous, quand on a réussi à faire ces pas de recul-là, c'est là que ça a eu les répercussions les plus positives puis les plus à l'écoute des besoins des personnes. Fait que, mais ça demande quand même le temps puis de le faire. Ouais, je pense... On essaye de faire ça aussi. On a eu de la chance de faire ENOWIF, qui c'est un fonds, en gros, avec des coachs il y a plusieurs années qui nous ont guidés par rapport à ça. On a aussi eu de la chance par le secrétaire relations des Québécois d'expression anglaise pour rédiger une guide qu'on appelle Phelps de A à Z. Donc j'en mentionne parce que si jamais c'est vraiment une ressource que les gens peuvent utiliser, c'est sur notre site, donc phelpshelps.ca. Dans le footer, là, vous allez voir le projet et c'est un guide. Il y a 10 modèles où on a essayé de souligner les bonnes pratiques qu'on a appris, de comment commencer, même la collecte de fonds, la partie organisationnelle, quelque chose qui s'appelle la cartographie collaborative. Donc vraiment regarder qu'est-ce qui existe, c'est vraiment prendre ce temps-là. En tout cas, c'est un point de départ sur quelqu'un un peu d'aide. Ouais. Tu vas aller voir ça, oui. Ça, puis si quelqu'un a une idée d'outils ou peu importe, ben de se lancer, parce qu'au communautaire, c'est le fun. On peut avoir cette flexibilité-là de quand on a des idées de projet et tout ça, ben ça peut. Fait que quand tu as une idée, on fonce. Ouais. En terminant, j'ai une dernière question pour vous. J'aimerais, en un mot, ou en une petite phrase, si vous décriviez votre résilience organisationnelle, ça serait quoi ce mot-là? Qu'est-ce qui vous rend résilient, selon vous? J'ai mon mot que je regarde, comment dire en français, adaptabilité. Ça a été, je pense que c'est clé. C'est clé pour vous, oui. Ouais. Je vais utiliser le même. En effet, je pense que...
Je suis bien d'accord avec vous autres aussi, mais je vais essayer de penser à... je dirais entraide entre collègues, juste pour comme justement... c'est ça, avoir comme cette résilience-là, puis prévenir un peu ce qu'on disait tantôt, le burn-out de tout ça. Puis je pense qu'il faut vraiment comme s'entraider entre collègues aussi, dans toute l'organisation des choses, quand il y a quelque chose qui se passe, ben justement, on peut dire OK, ben toi, mettons, t'as plus d'idées pour ça. On partage nos forces, puis on a chacun quelque chose à amener. Amener ça à la table, ouais. Merci beaucoup d'avoir participé à ce balado de la CDC. C'était vraiment un plaisir. Puis je suis sûre, en fait, qu'on va en inspirer plus d'un avec cette belle discussion. Merci beaucoup. Merci. Le balado est animé par Marie-Pierre Corriveau, réalisé par l'équipe de la CDC Memphremagog, et ce projet est possible grâce au financement du programme des éclaireurs.